Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 21 septembre 2024 avec comme titre principal Zelensky lors d'un entretien avec un journaliste avoue des faits qui étaient pourtant cachés depuis toujours, c'est-à-dire la situation véritable sur le théâtre des opérations quant à cette guerre russo-ukrainienne qui est absolument terrible et terrible principalement côté ukrainien. Donc il révèle énormément de faits extrêmement intéressants qui, pour tous ceux qui me suivent depuis le début, bah, vous n'apprendrez strictement rien, puisque les faits qui vont vous être révélés par Zelensky lui-même et en vidéo, comme vous allez le voir, eh bien correspondent parfaitement à tout ce que je vous dis depuis toujours. Il ne pouvait en être autrement. Sauf que là, c'est Zelensky qui le dit lui-même à un journaliste. Donc il a changé son fusil d'épaule. Donc d'habitude, il joue le martyr en disant faut que je frappe toujours plus fort, faut que je mette la Russie à genoux. Là, cette fois, il a décidé de jouer les caliméros, entre guillemets. C'est-à-dire de dire, bah regardez, la Russie, elle est tellement puissante, elle tire 12 obus quand on en tire un, elle lance 4000 bombes planantes par mois, et bon, bah je vous en passe des vertes et des pas mûres. Bref, voilà, on va voir tout ça, et je vais vous montrer la vidéo de Zelensky en entretien. Voilà. Donc il dévoile des faits que je vous dis depuis très longtemps. Et ça, c'est bien que la réalité du terrain enfin passe la bouche de Zelensky. D'autres l'ont dit, n'oublions pas cette députée rebelle ukrainienne de la Rada, c'est-à-dire Mariana Bezoulaya, donc qui nous a révélé maintes et maintes faits très intéressants pour détruire la propagande ukrainienne, puisque même si elle est pro-Zelensky, parce qu'elle dit qu'elle est du parti de Zelensky, et le soutient, attention, Mariana Bezoglaya soutient Zelensky, et pourtant, pour elle, ça lui tient à cœur, elle veut que la vérité soit dite dans les médias ukrainiens, afin bah, de mieux, d'être plus efficace contre la Russie. Donc vous voyez, il y a des nuances de gris. C'est pas une rebelle payée par la Russie, etc., comme certains l'ont dit, hein. Bref, donc on va voir tous ces faits très intéressants. On va voir les chiffres donnés par la BBC qui sont enfin rendus publics sans comparaison d'autres chiffres du Pentagone, de l'Ukraine et que sais-je encore. Là, vous aurez la BBC qui publie ces chiffres et qui ne fait pas de comparaison. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs chiffres et qu'ils les tiennent pour chiffres les meilleurs, entre guillemets, parce que eux ont une méthode factuelle pour connaître le nombre de soldats russes morts. Donc ils nous donnent ça par mois. On a Mediazona et BBC qui publient les chiffres tous les mois, qui mettent à jour. Donc nous allons voir ça, enfin des chiffres réels. Donc ça c'est bien. Alors maintenant, quant à la situation du terrain militaire en Ukraine, eh bien, bah, ça continue, hein, les Russes avancent toujours. Pakrovsk est pris en tenaille comme c'était prévu et comme je vous l'avais déjà dit dans mes points sur l'Ukraine avec la carte militaire, je vous avais dit que les Russes avaient arrêté leur saillant, c'est-à-dire leur avancée en pique vers Pakros parce que ça rendait ce saillant trop vulnérable et donc ils allaient faire leur méthode habituelle comme ils font depuis toujours, c'est-à-dire qu'ils arrêtent le saillant à quelques kilomètres et ensuite ils font une tenaille. Voilà. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait sur Ougledar. Voilà, ou Vuhledar si vous voulez en termes occidentaux. Donc, Vuhledar ou Gledar, eh bien, il s'est passé exactement ce que j'avais prévu dans les cartes militaires depuis déjà assez longtemps.
depuis plusieurs semaines. Je vous avais dit que selon moi, bah, ils allaient prendre Ougledar en tenaille, puisque c'est leur façon de faire militaire depuis tout le temps. Et bien, bah voilà, bah, il s'est passé ce qu'il devait se passer, et ils ont pris Ougledar en tenaille. Donc, c'en est fini d'Ougledar, bientôt. Pas encore, puisqu'il reste bien entendu des forces ukrainiennes dans cette dernière grande forteresse du front. Pakrovsk, l'énorme nœud logistique, bah, va bientôt être pris. Et Toretsk, ça y est, les Russes ont déjà pris entre 20 et 30% de Toretsk. Donc Toretsk qui est un nœud logistique aussi, bien que infiniment plus petit que Pakrovsk, mais qui est très important aussi. Sur Kupiansk, les Russes avancent toujours. Et ben, sur Kursk, concernant Kursk, eh bien là, les Ukrainiens bah, ont un territoire qui a été considérablement réduit suite à la grande offensive, quoi, je dis grande offensive entre guillemets, hein, suite à l'offensive russe qui s'est faite sur les flancs ouest des territoires conquis par les Ukrainiens dans l'oblast de Kursk. Donc le flanc ouest a été considérablement attaqué. Et là, maintenant, bah, ça s'est réduit comme peau de chagrin. Les territoires qui avaient été gardés par les soldats ukrainiens à Kursk. Et Kursk, bah, ça va être fini très très bientôt. Ils sont en train de se faire écraser, comme on le verra avec les chiffres donnés par TASS, l'agence de presse russe, quant aux pertes ukrainiennes qui sont absolument colossales et qui sont confirmées, hein. Maintenant, tout le monde le confirme. Ça fait maintenant 2-3 semaines que je vous dis que les grands médias confirment les pertes gigantesques ukrainiennes sur Kursk, puisque tout a été envoyé sur Kursk, hein. Donc les forces ukrainiennes du Donbass ont été dépeuplées pour faire cette grande offensive sur Kursk, avec énormément de matériel inclus. Tout a été confirmé. Je vous ai montré les articles du Washington Post et du New York Times et de Forbes. Tout le monde confirme que c'est une catastrophe absolue sur Kursk. Bon, rien de nouveau sous le soleil, hein, pour ceux qui me suivent, bien sûr. Alors comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire. Commençons. Alors avant que l'on parle de Zelensky qui nous dit la vérité sur le terrain militaire, on va regarder un article de The Kyiv Independent afin que quand même une dernière fois on ait notre Zelensky propagandiste qui s'exprime et nous dise bah, sa propagande, c'est-à-dire absolument n'importe quoi. Commençons. Zelensky estime que les pertes russes sont 6 fois plus élevées que celles de l'Ukraine. Le ratio des pertes militaires ukrainiennes et russes à ce stade de la guerre est de 1 pour 6, a déclaré le président Zelensky le 30 juin dans une interview au Philadelphia Inquirer. En effet, les forces russes ont beaucoup plus de monde, et en effet, nous nous soucions davantage de notre peuple. Nous n'aurons pas plus de monde que la Russie sur le champ de bataille, a déclaré Zelensky. Zelensky a ajouté que le rapport était auparavant de 1 pour 4, mais qu'il est désormais de 6 à 1, compte tenu de la situation dans les directions des villes de Pakrovsk et de Kharkov. Donc là, il disait, avant, on tuait 4 Russes pour un Ukrainien mort. Mais là, désormais, ça se passe tellement bien pour nous, tout va tellement bien pour nous, que ben là, avec Pakrovsk et Kharkov, là, sur ces fronts-là, on arrive à faire 6 Russes tués pour un Ukrainien mort. Vous imaginez? Selon l'état-major général ukrainien, la Russie a perdu plus de 540 000 soldats en Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. Ce chiffre comprend à la fois les tués et les blessés. Mais là, bon, c'est The Kyiv Independent, donc ils se disent, c'est tellement n'importe quoi, on va quand même rétablir un petit équilibre. Grâce à des recherches open source,
Mediazona, un média indépendant russe, en collaboration avec la BBC Russie, a confirmé les noms de 64 000 soldats russes qui ont été tués depuis le début de l'invasion à grande échelle par la Russie en février 2022. Le Kiev indépendante n'a pas pu vérifier ces données de manière indépendante. Alors ces données, toutes les données bien sûr. Zelensky a déclaré que la guerre repose sur la technologie et que celui qui sera le plus avancé gagnera. Alors là, on a l'impression de réentendre Zaloujny, il y a 1 an et demi à peu près, qui disait bah oui, nous, si on avait des armes laser, des vaisseaux spatiaux et des Terminators, bah oui, on aurait une chance de gagner. Et là, c'est les propos de Zaloujny qui disait ça dans The Economist. Et je ne rigole pas en disant ça, hein. C'est vraiment ce qu'a dit Zaloujny, hein. Il l'a dit à 2 reprises, hein. Voilà, alors, il disait ça de manière sarcastique, ironique, comme vous voudrez. Bien entendu, il n'est pas complètement stupide, mais c'est ce que Zaloujny disait en réponse à un journaliste qui lui demandait qu'est-ce qu'il faudrait à l'Ukraine pour gagner contre la Russie. Et Zaloujny lui avait répondu ça, bon, d'un ton certainement moqueur, mais en tous les cas, c'était dans The Economist. Bref, je vous avais montré tout ça, les articles, je vous avais montré tout ça à ce moment-là, bien sûr. Bon, là, quand même, on a The Kiev Independent qui, normalement, n'aurait jamais rappelé ces chiffres. Jamais le Kiev Independent n'aurait cité Mediazona et BBC Russie. Jamais. Là, vous voyez, quand même, ils essayent de, voilà, d'équilibrer la chose. Avant, The Kiev Independent, il se serait arrêté là. Ils auraient avancé la propagande et se seraient arrêtés là. Là, ils précisent ça quand même, hein. Ce qui est quand même très très intéressant. Bon, maintenant, on va passer au Zelensky nouveau, celui qui nous dit la vérité sur le terrain militaire. Là, on va voir un entretien extrêmement intéressant entre un grand journaliste du Washington Post, Fareed Zakaria, avec Zelensky. Et Zelensky, pour la première fois, à ma connaissance, il dit la vérité, la réalité du terrain militaire, ainsi que la différence entre l'Ukraine et la Russie quant au militaire. Donc c'est extrêmement intéressant. On va regarder ça ensemble. Je vais vous traduire comme je le peux. Et regardez bien ou écoutez bien, vous allez voir, encore une fois, c'est extraordinaire. That the situation was very difficult. And they moved very quickly because we didn't have equipment. Again. Donc là, il dit la situation est extrêmement difficile parce que les Russes bougent très rapidement et aussi parce que nous n'avons pas d'équipement. When we speak about equipment, how to equip brigades. Alors quand on parle d'équipement, comment voulez-vous équiper des brigades? Really between us, it doesn't matter how many brigades stand on one direction if half of them not equipped. Car si les brigades n'ont pas d'équipement, à quoi ça sert? Donc là, il dit la moitié n'est pas équipée, alors forcément, c'est un gros problème. So you just lose a lot of people. Donc vous perdez énormément de gens. You lose people because they are not in armored vehicles or in something like this. Alors on perd beaucoup de gens parce que on n'a pas de véhicules blindés, nous n'avons pas d'artillerie. They don't have artillery, they don't have artillery rounds. To compare the number, ils n'ont pas d'obus. Russia uses 12 rounds, we used one. Quand les Russes utilisent 12 obus, nous en utilisons qu'un seul. 1 to 12. That was the difference. Of course. C'est ça la différence. The idea with the Kursk, the risk operation is through where. Alors bien sûr, le fait de dire que l'opération de Kursk était risquée, c'est vrai. On comprend bien cela. Understood it, but the idea was to move some. Mais l'idée derrière ce pari, entre guillemets, c'était que la Russie prenne des troupes du Donbass pour protéger Kursk. Russian forces there. And I think it was right idea. You know,
et je pense que c'était une bonne idée. You've talked about munitions often and you talk about it a lot. Help us understand. So the US has passed this big aid package. Europe Alors le journaliste dit, mais vous nous dites souvent que vous manquez d'équipements, de munitions, mais les États-Unis ont envoyé un gros paquet d'argent. has passed aid packages. Why is that not translating into enough munitions for you now? Alors pourquoi cela ne se transforme pas en munitions pour vous maintenant? Is it that there isn't enough supply, or is it that you need more aid? Everything. A lot of different reasons. First, it goes very slowly. Second, Alors d'abord, l'arrivage des munitions arrive très lentement. we need 14 brigades to be ready. On a besoin de 14 brigades pour être prêt. Until now, we don't have, from this package of brigades, we didn't equip even 4. Mais on peut équiper que 4 brigades sur les 14. So you wanted to equip 14 brigades, and We want it. you have not been able to equip Not, 4. no, it's too much. It's too much for the, that's why we used our interior production of drones. Not enough, but we did it. It goes. Donc oui, c'est pour ça que nous devons fabriquer nos propres drones. Ils ne sont pas assez, mais nous nous débrouillons. As I said to you, that after 8 months pause in decision before the positive decision of U.S. Congress, what we did during these all 8 months, everybody has to understand. Donc là, le fait que pendant 8 mois, les États-Unis nous ont presque rien donné, parce que quand il dit rien, c'est faux, bien sûr. Les États-Unis ont tout le temps donné, mais presque rien par rapport à avant. Ça a duré 8 mois, donc il dit, vous devez comprendre que cette pause a fait que cela nous a affaiblis considérablement. We used all we could. We moved what we have in reserves and what we have in. Là, nous avons dû prendre tout ce que nous avions dans nos stocks pour équiper au minimum nos brigades. Storages or what reserves brigades who we need now, what they had, we took all their weapons. Là, tout ce que nous avions, on l'a pris. Maintenant, on n'a plus rien. You have also been trying to persuade the United States and Europe to allow you to use the weaponry Yeah. to strike into Russia. Explain why this is important. What do you want to hit in Russia that you think you should be allowed to hit? Everybody is looking the decision of the United States. Everybody's waiting. Bon, là, il dit, bien sûr, on attend la décision des États-Unis pour pouvoir frapper en profondeur en Russie. For such decisions. After that, they make decisions. It's true, and so we wanted very much to use this weapon and just to attack these jets on the military bases, not civilians infrastructure, military bases. So you just want to be able to. Donc là, il dit, avec cette autorisation, nous frapperions uniquement les aérodromes militaires, mais pas les infrastructures civiles, uniquement les aérodromes militaires. Chose qu'il ne fait pas dans la majorité des cas, puisque on l'a vu à Belgorod, on l'a vu sur Donetsk, on l'a vu sur Koursk, on l'a vu aussi à Moscou ou dans d'autres endroits en Russie. 95% des cibles sont des cibles civiles et non pas des cibles militaires quant aux attaques de drones. To attack Yes. the bases that are being used to launch these weapons, these planes, these missiles. Yeah, because these jets, Farid, these jets, from there they use not only missiles, they use these jets, and jets use per month 4,000 guided aerial bombs. Donc là, Zelensky nous dit une vérité. Il nous dit que les Russes, à cause de leurs avions de combat, ils larguent 4000, en moyenne bien sûr, 4000 bombes planantes par mois. C'est gigantesque. Bombs on just on the east of our territory,
100,000 bombs. And these bombs and missiles are hitting Ukrainian civilians, Schools, energies. universities, all our energy infrastructure, they destroyed 80%. Là, il précise que 80% de l'infrastructure énergétique du pays est détruite. By these guided bombs, 80%. Now I said, we had some meetings with officials and I said, we waited too long. Now Russia began to move their jets from 100, 150 kilometers, 300 to 500. After that, I will tell you, and that now we need more permissions. Do you have permission now? Alors voilà, et on va s'arrêter là, et c'est très intéressant, ça dure 14 minutes, donc on n'a pas le temps de tout regarder. Là, il a dit vraiment le plus important, le reste, c'est plus de la politique. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il vient de nous dire exactement le même discours que Lloyd Austin il y a 2 semaines. Le même discours. C'est-à-dire Lloyd Austin, il avait dit, et comme je vous l'ai dit dans les 2 derniers points sur l'Ukraine, que là, ça servait à rien de frapper en profondeur puisque les Russes avaient reculé leurs avions. Et donc là, Zelensky vient de dire, ah bah ouais, là, c'est trop tard. Ils ont reculé leurs avions. Donc là, maintenant, on a besoin encore plus de permissions pour frapper encore plus en profondeur. Donc avoir des super missiles, cette fois, qui vont au-delà de 500 km pour pouvoir frapper les avions ennemis, puisque les avions ennemis, comme il le dit, ont été reculés jusqu'à 500 km. Donc là, on a besoin de plus de permissions. Vous voyez, donc c'est extrêmement intéressant. Alors maintenant, résumons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Russes sont plus nombreux en soldats qu'eux. Il dit que concernant les tirs des obus, quand l'Ukraine en tire 1, la Russie en tire 12. Il nous dit que les Russes envoient 4000 bombes planantes par mois. Et il nous dit enfin que 80% de l'infrastructure énergétique du pays est détruite. Ça, ce sont les mots de Zelensky. On pourrait ajouter, même si ce n'est pas des chiffres militaires, mais on pourrait finir par le fait que maintenant, ça demande de frapper en profondeur en Russie n'est plus viable, dans le sens où il voulait frapper jusqu'à 500 km en profondeur, 300-500 km. C'était ça sa demande première. Maintenant, il finit pour dire qu'il veut frapper au-delà de 500 km, avoir encore plus de permissions. Donc vous voyez, cet entretien avec Farid Zakaria est vraiment très très intéressant. On apprend beaucoup de choses de la bouche de Zelensky que l'on savait déjà, que moi je vous disais déjà depuis très longtemps, mais que cela vienne de la bouche de Zelensky, c'est un changement majeur et qui prouve à quel point là l'Ukraine est au tournant de sa destinée, et Zelensky sait très bien que l'Ukraine a perdu et que là maintenant il gesticule en réalité. Bien entendu, il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible, puisque dès que la guerre sera finie, il sera absolument plus rien sur la scène internationale, voire même il sera poursuivi par le FSB ou le GRU russe. Là, c'est moi qui ajoute ça comme ça. Mais bon, vous voyez à quel point c'est la panique à Kiev. Donc là, on a un article de Reuters qui résume tout ce qu'a dit Zelensky lors de son entretien avec le journaliste que l'on a vu précédemment. Donc là, le grand titre, c'est « L'Ukraine subit de lourdes pertes en raison de la lenteur de livraison d'armes », déclare Zelensky. Donc on ne va pas revenir sur tout, mais bon, ils reprennent ce qui a été dit précédemment. Je vous montre ça plus comme référence, plutôt qu'autre chose. Donc là, par exemple, nous avons besoin de 14 brigades pour être prêts. Jusqu'à présent, nous n'en avons même pas équipé 4. Voilà, donc il dit qu'il manque de tout, qu'il a besoin de bombarder à plus de 500 km parce que les Russes ont retiré leurs avions au-delà. Donc voilà, donc
Ils reprennent en gros tout ce qui a été dit dans l'entretien précédemment. Je vous montre ça juste comme référence. Donc là, on va regarder un article de Ukrainska Pravda, donc un des grands journaux ukrainiens, et toujours dans la même veine de la vérité, cette fois, on a Kirilo Boudanov, le chef des renseignements ukrainiens. Et là, que nous dit-il? Il nous dit que la Corée du Nord fournit des munitions à la Russie et c'est critique pour l'Ukraine. Bah oui, c'est sûr. Là, il nous dit, comme chef du renseignement, je peux vous le dire directement, le fait qu'il donne des missiles balistiques à la Russie n'est pas très agréable pour nous. Mais ce n'est pas dans une quantité significative. Par contre, concernant les munitions, et là il parle des obus, c'est critique pour nous. Malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire pour l'instant. C'est la malheureuse et terrible vérité. Voilà ce que dit Kirilo Boudanov, c'est lui. Mais c'est pas fini. Que nous dit-il plus bas? Donc il ajoute que les bombes guidées aériennes, c'est-à-dire les bombes planantes, sont aussi un énorme problème. Autre chose, citation de sa part, la production de bombes planantes guidées a augmenté, et je ne veux pas effrayer qui que ce soit, mais cela a augmenté de plusieurs fois, disons-nous. Donc vous voyez, même Boudanov admet que la production russe a augmenté de plusieurs fois de fabrication de bombes planantes. Donc tout ça est extrêmement inquiétant pour l'Ukraine, puisque l'Ukraine a de moins en moins de munitions de tout genre, hein, obus, missiles, etc. Mais la Russie produit toujours plus d'obus, toujours plus de missiles, toujours plus de véhicules blindés, etc. Donc là, je vous rappelle que la Russie, là, en 2024, produit entre 4,5 et 5 millions d'obus par an. Hein, c'est ce qui est annoncé par le ministère de la Défense russe pour 2024. Voilà. Donc évidemment, comment voulez-vous que l'OTAN puisse suivre? C'est juste absolument impossible. Et encore une fois, bien sûr, faut parler des missiles, des obus, des véhicules blindés, des chars, etc. Bien entendu. Donc la Russie produit de plus en plus et l'Ukraine a de moins en moins d'équipements. Alors bien évidemment, cela ne peut se finir que d'une seule manière. Hein. Donc là, c'est bien. Encore une fois, là, on est dans la vérité. Donc the truth. Hein. Donc ça, c'est bien, pourvu que ça dure. Là, on va regarder un article du Washington Post qui est très intéressant puisqu'on est toujours dans le registre de la vérité. Alors attention, la vérité entre guillemets, hein, ça reste The Washington Post. Hein. C'est comme The New York Times, ça reste quand même des journaux purement côté démocrate, anti-Russie, anti-Trump. Bref, vous m'avez compris. Mais il y a des forts relents de vérité. On va lire le plus important. L'Ukraine est en train de saigner. Elle ne peut pas se battre éternellement. Soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra ne correspond pas à la réalité de ce conflit. Donc là, on va simplement lire ce que j'ai souligné en jaune, mais je tiens à dire quand même que The New York Times, The Washington Post, ces journaux-là, eux, très souvent interviewent des soldats, des commandants, des capitaines ukrainiens, etc. Donc là, ils ont interviewé des soldats. Et là, que nous dit The Washington Post? En écoutant leurs histoires, on se rend compte que l'Ukraine est en train de saigner à blanc. Sa volonté de se battre est plus forte que jamais, mais son armée est épuisée par une guerre incessante de drones qui ne ressemble à rien de ce qui se passe dans l'histoire du combat. La formule de l'administration Biden pour soutenir le conflit, aussi longtemps qu'il le faudra, ne correspond tout simplement pas à la réalité de ce conflit. L'Ukraine n'a pas assez de soldats pour mener une guerre d'usure indéfinie. Elle doit intensifier ses efforts pour être suffisamment forte pour parvenir à un règlement décent. 3 choses à dire sur ce paragraphe qui dit tout. Hein.
Première chose à dire, bon, ça reste The Washington Post, encore une fois, un journal démocrate. La volonté de se battre de l'armée ukrainienne plus forte que jamais, rien n'est plus faux. Il y a 3 semaines, je vous ai montré les dires du général Syrski, le chef d'état-major ukrainien, et qui disait que son plus grand problème, c'était que le moral des troupes était au plus bas et qu'il devait combattre ça en premier. Je vous l'ai montré il y a 3 semaines, dans le point sur l'Ukraine. Donc déjà, ça, c'est faux. Maintenant, l'administration de Biden soutenir aussi longtemps qu'il le faudra. Bien évidemment que ça ne correspond pas à la réalité du conflit. Faut pas oublier qu'on va dire 6 ou 7 mois après la guerre, est entré en lice le général Sourovikine, qui avait remplacé le général Lapine quant à la direction du combat russe en Ukraine. Et le général Sourovikine, lui, il a décidé de faire une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre d'usure. Hein, n'oublions pas, il est devenu célèbre grâce aux lignes de défense de Sourovikine, qui ont maintenant son nom. Donc oui, là, la Russie a fait une stratégie qui a fonctionné. La guerre d'attrition, la guerre d'usure, elle a fonctionné exactement comme le planifiait la Russie. Voilà. Et là, que nous dit Washington Post à la fin? Elle doit intensifier ses efforts pour être suffisamment forte pour parvenir à un règlement décent. Alors je vous traduis en termes réels ce que ne peut pas dire le Washington Post, parce que ça reste quand même un outil de propagande. Même s'il donne de la vérité de temps en temps, puisque pour leur crédibilité, ça reste un journal international. Alors, je vous traduis la réalité. Là, ça veut dire qu'elle doit intensifier ses efforts pour que, juste à temps que les États-Unis soient prêts pour dire stop, afin que l'Ukraine capitule de manière, entre guillemets, assez digne. Voilà. Et que cela correspond aux attentes de la Russie. Donc en gros, il faut attendre jusqu'à ce que l'Occident soit prêt pour que l'Occident dise à l'Ukraine, bon, stop, là maintenant tu peux capituler. On a notre narratif plan B qu'on va présenter au monde entier. Là c'est bon, tu peux capituler. Ça suffit maintenant, on peut plus tenir. Et puis en plus, on a une élection le 5 novembre. On va avoir un nouveau président. Et si c'est Trump, là c'est la catastrophe. Bon bref, en attendant, tu continues, tu capitules pas jusqu'à ce qu'on te dise que tu peux capituler. Voilà, et que la capitulation se fasse de manière plus ou moins digne et non pas dans le déshonneur et l'humiliation complète. Hein, en gros, on préfère planifier notre capitulation. Tiens un petit peu jusqu'à ce moment-là. Voilà, comme ça, c'est comme ça que moi je le traduirais. Voilà. Et on en a fini pour cet article. Ici un article du Washington Post qui nous dit la stratégie perdante de sous-estimer la Russie. Donc ça c'est un gros titre très important et qui est très vrai, puisque c'est ce qu'a fait l'Occident depuis toujours. La Russie demeure une puissance redoutable. L'Occident ne doit pas considérer qu'elle est une force militaire épuisée. Alors vous voyez, ça c'est très bien qu'il y ait ce rappel du Washington Post, parce que comme je vous l'ai dit depuis maintenant plus de 2 ans, où je faisais des vidéos moqueuses, où je disais oui, ils pensent que les soldats russes sont des alcooliques, qu'ils prennent de la drogue pour pouvoir se battre, parce qu'ils n'ont pas envie de se battre en réalité, donc ils sont obligés de prendre de la drogue. Le fait qu'il n'ait plus d'obus, puisqu'ils en ont utilisé tellement qu'au bout d'un moment, ils en auront plus. Les missiles, ils en ont tiré tellement. Ah là, on vous promet, c'est épuisé. Vous vous souvenez, je vous avais fait toutes ces vidéos moqueuses. J'en ai fait des dizaines et des dizaines, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est bien que le Washington Post reconnaisse le fait que l'Occident ait sous-estimé la Russie en disant ah oui, ça y est, ils en ont trop utilisé, c'est épuisé. Ça, ils en ont trop utilisé, c'est épuisé. Et je ne vous parle pas de la valeur des soldats russes, des moins que rien, qui n'ont aucune discipline, qui savent pas se battre,
qui ont des fusils quelquefois des années 45, qui doivent manger de vieilles rations parce que la Russie n'a plus l'économie pour donner à vraiment bien à manger à ses soldats. C'est sans fin, c'est ce que disaient les grands médias. Et on s'est aperçu que c'est de la propagande, bien évidemment. La propagande très lourde, voire grotesque, mais voilà, qui a duré pendant plus d'un an et demi, même dans les grands médias. Bref, voilà ce qu'on peut lire de plus saillant. Par exemple, on a beaucoup parlé du succès impressionnant de l'Ukraine qui a réussi à couler ou à paralyser une partie de la flotte de la mer Noire de Poutine. Mais à quelques exceptions près, selon l'étude Chatham House, les navires détruits ou mis en service étaient des navires très vieux ou limités. La marine russe n'a rien perdu de sa capacité de combat en mer, conclut l'étude, et les capacités de projection de puissance mondiale de Moscou sont intactes. Ah, ça c'est bien, c'est ce que je vous dis dans mes vidéos tout le temps. J'ai même fait 2 vidéos, dont une particulièrement où je vous avais montré toutes les destructions faites par les Ukrainiens grâce à leurs drones navals ou à leurs missiles anti-navires. Et effectivement, les Ukrainiens ont détruit en réalité, je dis bien détruit ou coulé, 9 navires. Ils en ont détruit ou coulé 9, dont 2 navires importants, et on ne peut pas dire que c'est des petits navires, dont le plus important était le premier détruit, coulé on va dire, qui était le Moskva, un navire amiral important, on peut le dire, important, de la navire russe. Et ils ont détruit une frégate moderne. Voilà, tout le reste, les 7 autres navires, ne valaient pas grand-chose. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas complètement nécessaires. Bien sûr qu'ils étaient nécessaires, mais ils n'étaient pas très importants, parce qu'ils étaient très vieux. Donc ça rejoint exactement ce que je vous disais dans mes points sur l'Ukraine, où même je vous montais les photos de chaque bateau. Et n'oubliez pas le sous-marin aussi. Hein, fausse information qui a été soi-disant détruit par 2 Storm Shadow. Et ben vous voyez, il a bien été touché par 2 Storm Shadow, mais les Russes ont réussi à le réparer. Donc c'était le Rostov sur le Don, le nom du sous-marin. Bref, vous voyez, bon, propagande. Et là, ouais, alors là, voilà. Donc là, on a la stratégie de Poutine semble de plus en plus judicieuse. En gros, c'est la guerre d'attrition. Alors que le soutien de l'opinion publique à l'Ukraine s'est affaibli aux États-Unis et dans certaines régions d'Europe, là-bas, l'espoir d'une défaite de la Russie sur le champ de bataille ou d'un effondrement de son économie sous le poids des sanctions imposées par les États-Unis s'est estompé. Ah oui, s'est estompé, c'est un euphémisme, s'est écroulé, devrait-on dire. Bon, bref, c'est bien que le Washington Post, qui est un grand média international propagandiste, pro-ukrainien bien sûr, mais du fait de sa crédibilité internationale, est obligé quand même de décrire un petit peu de temps en temps la réalité. Bien entendu, si vous lisez l'article, on vous dit oui, les soldats ukrainiens sont impressionnants, ils sont très patriotiques, ils sont très très forts, une ingéniosité incroyable. C'est ça ce qu'on lit aussi dans l'article, bien entendu. Mais c'est pas le plus important, puisqu'on sait très bien que ça, ce sont des bouffonneries journalistiques. Le plus important, c'est de reconnaître ce que peu de grands médias reconnaissent. Enfin, la réalité du terrain est là et est reconnue. Alors là, on va lire un article exceptionnel, puisqu'en 2 ans et demi, un article de ce genre n'est paru qu'une fois dans un grand média, et je dis bien qu'une fois. Et là, donc, c'est la 2e fois, et là, on a BBC News qui nous dit « Des volontaires meurent alors que le nombre de morts dans la guerre en Russie dépasse les 70 000 ». Donc là, BBC News nous dit qu'il y a 70 000 soldats russes morts depuis le début de la guerre. Selon les données analysées par la BBC, plus de 70 000 combattants russes sont morts en Ukraine
Et pour la première fois, les volontaires, des civils qui ont rejoint les forces armées après le début de la guerre, représentent désormais le plus grand nombre de personnes tuées sur le champ de bataille depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022. Donc là, ils donnent leur méthode, la nécrologie, les photos, les funérailles publiées dans toute la Russie, les médias et les réseaux sociaux. Bref, ils font un tour complet pour avoir des informations. Alors, ils ont raison quand ils disent il y a plus de 70 000 combattants russes morts en Ukraine, puisque en fait, là, ils reprennent leurs propres chiffres, hein, c'est-à-dire BBC et Mediazona, puisque c'est à peu près ça que dit BBC Mediazona, et principalement Mediazona. Mediazona dit 67 400, quelque chose comme ça. Mais bon, en réalité, ils ont raison, il y a plus de 70 000 morts côté soldats russes depuis le début de la guerre. Faut toujours ajouter 5 000 à peu près. Alors avant, j'ajoutais 10 000 parce que dans leur comptabilité, ils ne comptaient pas. Alors je vous parle de ça il y a plus d'un an. Hein. Ils ne comptabilisaient pas les milices de Lugansk et de Donetsk, parce qu'ils considéraient qu'elles ne faisaient pas partie de l'armée russe. Mais ça fait belle lurette que les milices de Lugansk et de Donetsk font partie de l'armée russe. Ça fait longtemps maintenant. Donc maintenant, ils comptabilisent. Donc ils arrivent à 70 000 combattants, un peu plus. Et ils ont raison. Moi, mon estimation de tout ce que je lis, je rajoute 5 000. À peu près, hein. Évidemment, c'est à la louche. Mais moi, je dirais qu'il y a 5 000 qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas comptabiliser, parce que forcément, il y en a qu'on ne peut pas comptabiliser, disparus, etc., pour X raisons. Donc, faut compter, je dirais, ça ne reste que mon opinion, 75 000 morts pour être plus proche de la réalité des soldats russes depuis le début de la guerre. Je vous rappelle que Ukrainska Pravda dit, eux, dans les plus de 600 000 morts. Kiev dit entre 140 000 et 600 000 morts. Voilà, bon, ça, c'est ce que disent les médias, les grands médias ukrainiens. Les États-Unis disent dans les 240 000 morts. Bref, on a de tout. Alors, eux, ils balancent des chiffres comme ça. C'est leurs estimations, mais ils ne font aucun comptage. C'est-à-dire l'Ukraine et l'Occident, eux, ne font que des estimations au pif. Vraiment au pif. Voilà, ils font aucun comptage. Ils n'ont pas leur propre méthode comme BBC News, Mediazona, qui eux font un comptage sérieux à partir de données factuelles. Les autres, ils ne disent que au pif, comme ça, leur estimation, comme ça les arrange. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout sérieux. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois BBC News qui publie comme ça, sans comparer, en disant ah oui, mais les Ukrainiens disent ça, le Pentagone dit ça. C'est la première fois que je vois que leur chiffre qui est publié. Et il y a déjà eu un autre média qui ne disait que les chiffres donnés par Mediazona BBC, mais c'était pas BBC News directement qui publiait. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant pour le publier. Et là, on a les valeurs à peu près réalistes. Je dis bien à peu près, il faut ajouter pour moi 5000. Donc, et c'est logique, c'est cohérent avec la réalité du terrain que je vous montre depuis 2 ans et demi. C'est cohérent, tout même 100% cohérent. Voilà. Alors là, maintenant, je vais vous montrer un article de News Asia International, qui est le journal international de l'Azerbaïdjan. Et là, ce que l'on sait de la situation au 17 septembre. Donc, on va passer un peu le tout qui n'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la fin. Le gouverneur de Koursk, Alexei Smirnov, a annoncé l'arrivée d'aides de la République tchétchène, notamment d'équipements essentiels pour le détachement Balsk-Koursk, nouvellement formé. Les fournitures ont été livrées par Abti Alaoudinov,
commandant des forces spéciales Akhmat. Smirnov a remercié le leader tchétchène Ramzan Kadyrov pour son soutien, soulignant sa contribution à la sécurité régionale. Alors pourquoi j'ai pris ce paragraphe-là? Parce que j'ai eu des informations il y a une semaine, et en fait, comment s'est débrouillé Vladimir Poutine à Kursk pour éviter de prendre des défenses du Donbass? C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit chaque semaine depuis un mois, c'est-à-dire en envoyant le maximum de conscrits qui étaient dans la région, le maximum des forces de Belgorod, tous les soldats disponibles de la partie ouest de la Russie, énormément d'avions de combat, d'hélicoptères de combat, énormément de drones et aussi beaucoup de bombardements de la base arrière ukrainienne de Kursk et de l'oblast de Soumy, c'est-à-dire en Ukraine, afin de couper toute la logistique possible, et ça a très bien fonctionné. Et en gros, j'ai appris que ça fait environ plus de 2 semaines, presque 2 semaines et demie, qu'en fait, il y a eu un énorme contingent de Russes tchétchènes mené par Apti Alaoudinov, qui en fait ont permis à Kursk, aux Russes de Kursk, de combattre les Ukrainiens dans cette oblast. Voilà le secret. Alors je l'ai appris qu'il y a une semaine, mais en fait ça fait 2 semaines et demie qu'ils sont là-bas, d'après ce que j'ai compris. Donc c'était très très intéressant à souligner. Et là, que lit-on? Apti Alaoudinov, commandant des forces spéciales Akhmat, a fait état de la présence d'instructeurs militaires étrangers dans la région de Soudzha. Alors Soudzha, c'est la toute petite ville qui est à Kursk, qui est tenue, qui était tenue par les Ukrainiens, parce que là, d'après ce que j'ai compris, Soudzha n'est plus tenue vraiment par les Ukrainiens, vu qu'il y a eu une retraite en panique de beaucoup de soldats à Soudzha vers la frontière russo-ukrainienne, qui se dirigeaient vers Soumy. Et donc, c'est la panique totale à Soudzha. Donc, les forces ukrainiennes tenaient Soudzha, qui était un hub important énergétique de gaz et qui alimentait et qui alimente l'Europe. Donc voilà, donc apparemment d'après lui, il y a beaucoup d'étrangers dans la région, il veut dire des mercenaires de l'OTAN. Selon lui, ces instructeurs ne sont pas en première ligne, mais stationnés dans la région. Les forces spéciales russes ont réussi à éliminer l'infanterie ukrainienne qui tentait de fortifier ses positions près de Soudzha. En direction de Donetsk, Alaoudinov a noté que les forces ukrainiennes sont confrontées à une détérioration de la situation, de nombreux soldats refusant apparemment de se battre ou d'obéir aux ordres. Bon, ça n'a rien de nouveau, ça fait 7-8 mois que c'est déjà comme ça, sauf que maintenant c'est extrêmement massif, comme je vous l'ai déjà démontré la semaine dernière. Donc ce journal azerbaïdjanais dit des choses tout à fait intéressantes. Alors on va voir dans ma source Simplicus the Thinker, en relation avec les forces spéciales Armat, ce que pense Apti Alaoudinov de ceux qui se rendent aux forces ukrainiennes. Vous allez voir, c'est édifiant. Donc là, on va voir ce que dit Simplicus the Thinker, une de mes sources qui, je vous le rappelle, est un analyste militaire américain. Et là, vous allez voir une vidéo de Apti Alaoudinov. C'est lui, juste un extrait, c'est juste plutôt pour référence que je vous montre ça. Et là, que dit-il? Il dit de manière assez surprenante, Apti Alaoudinov dit aux Tchétchènes russes qui se sont rendus volontairement aux forces armées ukrainiennes de donner des coups de pied dans les rochers. C'est une expression russe qui veut dire allez vous faire voir, vous vous êtes rendus aux forces armées ukrainiennes, maintenant on veut plus de vous. Il ne veut pas les récupérer et ne soutiendra pas leur retour, c'est-à-dire qu'il confirme qu'il n'y aura pas d'échange de prisonniers avec ces soldats qui se sont rendus aux forces armées ukrainiennes. Ceux qui se sont volontairement rendus,
vous êtes complètement délirant si vous pensez qu'on va demander à ce qu'on fasse un échange du fait que vous ayez été capturé. En réalité, je ne vous respecte pas du tout. Je ne pense même pas que vous méritez de vivre. Je suis surpris de ce que vous êtes en train de faire. Vous vous êtes rendus comme des filles. Est-ce que vous allez continuer à vivre? Est-ce que vous allez continuer à regarder vos fils dans les yeux? Pour être honnête, quand vous avez été capturé, vous avez abandonné tout, en gros, il veut dire toute dignité, toute fierté, quoi, en gros. Hein. Bon, en gros, pour lui, il n'existe plus hein, en tant qu'homme, en tant que soldat. Alors, c'est très intéressant parce que moi, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, parce que c'est tellement typique des soldats russes tchétchènes. C'est tellement typique. Alors, eux, ils sont musulmans. Hein. Vous voyez derrière Ahmad et vous voyez derrière Ramzan Kadyrov, juste derrière. Hein. Parce que c'est leur chef aux soldats tchétchènes. C'est Ramzan Kadyrov. Et Ramzan Kadyrov, lui, est totalement loyal à Vladimir Poutine. Et Ramzan Kadyrov considère Poutine un peu comme son idole même. Hein. Il l'admire énormément, Poutine, Ramzan Kadyrov. Bon, bref, le chef des forces d'Armat, ici, donc lui, typiquement, en fait, quand des soldats sont entourés et qui n'ont plus aucune chance, bah, pour lui, la seule façon digne, c'est pour un soldat tchétchène de continuer, c'est de se battre jusqu'à la mort pour qu'ensuite ils soient vus comme des martyrs et ils soient honorés dans leur famille, etc. Là, le fait qu'ils se soient rendus aux Ukrainiens, alors même s'ils n'avaient aucun espoir de vivre, hein, eh bien, pour les Tchétchènes, ça apporte la honte à leur famille et à leurs enfants. Voilà, donc c'est absolument terrible de faire ça. En gros, bah, ils ont vraiment la même mentalité que les Palestiniens ou que les islamistes, mais les vrais, hein, ceux qui se battent jusqu'au bout pour la cause. Donc c'était très intéressant à voir et, euh, et ça permet de mieux comprendre le soldat russe tchétchène. Là, un article très intéressant qui est relaté par le député ukrainien Mykola Kniaditsky, qui déclare que des centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont fui à l'étranger choisissent de renoncer simplement à leur citoyenneté ukrainienne plutôt que de rentrer au pays. On va voir ça. Nous avons une catastrophe parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Euh, Quand ces réfugiés étaient dans les pays étrangers, nous avions décidé de ne plus leur donner de services consulaires pour les punir, et ainsi qu'ils perdent éventuellement leur passeport. Maintenant, on fait le contraire. On essaye de leur donner un service consulaire à ces réfugiés ukrainiens. Et il y a une raison pour cela, parce que des centaines de milliers de formulaires donc, sont envoyés en Ukraine pour renoncement de la citoyenneté ukrainienne. Donc des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens décident carrément de renoncer à leur citoyenneté ukrainienne pour ne pas participer à la guerre et être envoyés au front, bien évidemment. Vous obtenez un passeport gris en Allemagne. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a des gens qui sont à l'extérieur de l'Ukraine depuis un long moment et ils peuvent avoir deux passeports et ces gens-là simplement renoncent au passeport ukrainien.
Et en plus, nous devons gérer une véritable catastrophe démographique, donc en plus de ce problème de citoyenneté ukrainienne. Et là, on a le journal ukrainien Euromaidan qui a publié une statistique choquante, mais bon, en réalité tout à fait logique, selon laquelle l'Ukraine a à la fois le taux de mortalité le plus élevé et le taux de natalité le plus bas du monde entier. Donc c'est cet article-là d'Euromaidan. Donc rien ne va plus côté ukrainien, mais tout cela, je vous en ai déjà parlé. Pas du renoncement de la citoyenneté ukrainienne, mais du fait que les Ukrainiens ont un taux de mortalité du fait de la guerre qui est tellement gigantesque qu'évidemment, ils ne pouvaient en être autrement quant à ces statistiques choquantes. Alors comme d'habitude, depuis plus d'un mois maintenant, je vous donne les chiffres des pertes ukrainiennes données par TASS, l'agence de presse russe, qui est la seule source qui donne quelque chose de précis quant aux pertes ukrainiennes. Donc là, d'après la Russie, les Ukrainiens ont perdu plus de 15 300 soldats, gravement blessés ou tués, 124 chars immobilisés ou détruits, et là je vous fais pas le décompte exact des véhicules blindés par type, c'est pas très intéressant. On va dire que tous les véhicules blindés, de manière générique, il y a 929 véhicules blindés qui ont été immobilisés ou détruits. 471 véhicules militaires mais non blindés, 115 pièces d'artillerie, 28 lance-roquettes multiples, dont 7 HIMARS et 6 MLRS de fabrication américaine, 8 lanceurs de missiles antiaériens, 4 véhicules de transport de chargement, 29 stations radars, 7 radars de contre-batterie. Je rappelle que les radars de contre-batterie, c'est les radars qui permettent de tirer sur les obusiers adverses une fois que vous avez reçu un obus. Hein, ça permet de taper l'obusier ennemi. C'est à ça que servent les radars. 2 radars de défense aérienne, 15 pièces d'équipement du génie, dont 9 véhicules de démolition du génie et une unité de déminage UR-77. Alors maintenant, on va parler de l'attaque avec succès de Kiev par plus de 100 drones sur un gros dépôt de munitions en Russie. Donc là, pour vous situer, voilà Moscou. Voilà là où il y a eu l'attaque. Donc c'était dans l'oblast de Tver et cela a touché la commune de Tororets, ici, exactement vers l'est de la commune, ici. Donc c'est là qu'il y avait le gros dépôt de munitions qui s'appelle le 107e arsenal, plus de 100 drones, et je dézoome pour que vous voyez mieux. Donc là c'est la frontière de l'Ukraine, donc ça s'est fait à environ 500 km de la frontière ukrainienne. Je le répète, plus de 100 drones. Et les charges explosives dans les drones varient énormément suivant les rapports qu'on lit. Je lis 10 kg, je lis 25 kg. Alors c'est normal que les charges explosives soient si faibles parce que pour qu'un drone parcourt toute cette distance, et ils en envoyaient plus de 100. Donc évidemment, ça ne peut pas être des drones énormément chargés en explosifs. Sinon, il ne pourrait pas parcourir toute cette distance. Donc là, on va regarder une analyse de Simplicus the Thinker, donc l'analyste militaire américain que j'utilise souvent, qui lui est un spécialiste, et qui lui dit l'Ukraine frappe le 107e arsenal russe coup dur ou coup bas en termes de relations publiques. Donc il fait une analyse extrêmement précise, donc il donne la géolocalisation exacte. Là on peut voir, donc là on va voir une petite vidéo qui vous montre l'énorme explosion que cela a causé. Alors là, c'est une énorme explosion qui a été causée
là où il y avait les bunkers, hein, on va le voir sur une carte, et là de moindre importance sur le côté ouest de l'arsenal, on va voir ça plus précisément. Donc je vous montre d'abord une tête de l'arsenal, voilà. Là, c'est ici qu'il y a eu une énorme explosion, hein, sur le pourtour. Là, une moindre explosion, mais quand même importante, bien sûr. Et donc, que nous dit Simplicus the Thinker? Il nous dit que cet arsenal était connu depuis longtemps, depuis 1965, donc par le gouvernement américain, quand on avait fait un rapport. Et ce rapport de la CIA avait alerté la Russie, mais c'est qu'en 2018 qu'il y a eu une rénovation de cet arsenal. Et ils ont construit des bunkers, donc en béton moderne. Et la Russie, en 2018, avait affirmé que c'était le plus sûr au monde et qu'il pouvait résister aux frappes nucléaires. Alors ça, c'est mauvaise traduction, et aux tirs standards de missiles. Donc, bon, c'est une exagération. À mon avis, c'est exagéré. Bon, il y a un petit coup de propagande, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que la plupart des munitions étaient entreposées à l'extérieur, comme on peut le voir avec les satellites occidentaux Maxar. Donc, en fait, comme il n'y avait pas assez de place, comme c'était un gros dépôt de munitions, toutes les vieilles munitions étaient déposées à l'extérieur, donc un peu aux intempéries, on peut le dire. Alors là, il y a des petits hangars, évidemment, quoi, des petits entre guillemets, là où sont déposées des munitions aussi, bien sûr, tout n'est pas à l'air libre comme ça. Et comme vous pouvez vous en douter, comme c'est des drones qui ont touché cet arsenal avec très peu de charges explosives malgré tout, hein, du fait de la distance faite par ces drones-là, et bien c'est très majoritairement les munitions extérieures. Or, les munitions extérieures, ce sont de très vieilles munitions. Les moins importantes, bien évidemment, c'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur. Et là, vous voyez les bunkers. Voilà, là, vous avez une vue générale de l'arsenal. Hein. Voilà, là, vous le voyez entièrement. Là, vous voyez la ville même de Tororets, ici. Voilà, et là, vous voyez l'arsenal beaucoup plus précisément. Les bunkers sont là. Donc là, c'est tous les points chauds qui ont été enregistrés, là par la NASA. Et là, comme vous pouvez le voir, beaucoup de drones, hein, parce qu'on suppose que chaque carré rouge, c'est les drones, mais bon, ce n'est qu'une supposition de ma part. En tous les cas, voilà les dégâts. Là, on n'a qu'une partie, on a la partie la plus importante qui a été photographiée par le satellite Maxar. Et là, on peut voir donc avant l'attaque. Donc vous voyez les bunkers, donc là intacts pour le coup, et là vous pouvez voir que la plupart de l'origine des feux de fumée sont surtout sur le pourtour. Voilà, alors peut-être que ça a été fait exprès parce que les Ukrainiens, sachant qu'ils envoyaient des drones, ils n'avaient aucune chance de percer les bunkers, donc ils le savaient. Et comme ils le savaient, ils ont attaqué surtout les missiles, les obus et autres munitions qui étaient à l'extérieur, afin que ça serve à quelque chose. Parce que s'ils avaient envoyé les 100 drones sur les bunkers, ça n'aurait fait qu'égratigner les bunkers. Ça n'aurait strictement rien fait. Donc là, ils ont été malins, ils ont visé surtout les entrepôts extérieurs. Alors évidemment, les munitions les plus importantes qui sont dans les bunkers, comme les Iskander, les KH-32, etc., eux sont indemnes, bien sûr. Alors par contre, on parle de 4 voire plus de bunkers détruits malgré tout. Là, vous voyez, il y en a au moins un là, mais apparemment, il y en aura un autre là. Bon, chacun il donne de son avis, hein, bien sûr, on ne sait pas. Alors, c'est pas à cause des drones que le fait qu'ils auraient été détruits ou abîmés, mais c'est du fait des explosions extérieures, retombées, etc. Donc voilà, donc au final, gros dégâts, énormes dégâts même, hein, on peut dire.
mais les munitions les plus importantes sont en majorité indemnes. C'est ça que dit Simplicus the Thinker. Donc pour les Ukrainiens, ça change bien évidemment absolument rien à la chose, sachant que, encore une fois, les munitions les plus importantes sont dans des bunkers extrêmement modernes, puisque la rénovation s'est faite en 2018. Donc évidemment, un drone ne peut strictement rien faire. Et par contre, encore une fois, attention, il se peut que l'explosion soit tellement énorme que des bunkers aient été détruits du fait des explosions extérieures. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Donc là, on a un article intéressant d'Associated Press qui nous dit « Poutine ordonne à l'armée d'augmenter ses effectifs de 180 000, mauvaise traduction, afin de monter le total de l'armée russe en soldats à 1,5 million. » Voilà, le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi à l'armée d'augmenter le nombre de ses soldats de 180 000 pour un total qui arrivera à 1,5 million. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait non, 1,5 million étant donné la taille du pays et étant donné la menace de tous les pays occidentaux contre la Russie, c'est pas énorme, c'est raisonnable pourrait-on dire. La plus grande armée du monde en soldats, c'est la Chine avec un peu plus de 2 millions. Et après, en second, c'est l'Inde avec quasiment 1,5 million. Donc là, la Russie passerait à un cheveu devant l'Inde, donc et deviendrait la deuxième plus grande armée du monde. Et l'Inde, la troisième. Mais bon, encore une fois, c'est un chiffre qui est très 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 raisonnable étant donné la taille du pays et étant donné les menaces qui planent au-dessus de la Russie. Hein, ne l'oublions pas, je le répète encore une fois, il y a tout l'Occident qui joue contre la Russie. Donc c'est une nouvelle qui n'a rien d'extravagant. Là, un article du New York Times qui est très révélateur, une aide de 50 milliards de dollars à l'Ukraine bloquée en raison de questions juridiques. Les responsables américains et européens ont du mal à honorer leur promesse d'utiliser les ressources russes pour aider l'Ukraine. Bah oui, ils voulaient voler les intérêts des avoirs russes, qui est un montant d'environ 300 milliards de dollars. Ils voulaient voler les intérêts. Bah oui, mais c'est du vol. Donc ils essayent de le voler en essayant de contourner les lois, mais ils n'y sont pas parvenus. Bah oui, parce que comme c'est des règles internationales, et malgré le fait que les États-Unis et l'Union européenne soient des voleurs complètement effrontés, eh bien, bon, bah malgré tout, il y a le reste du monde qui n'est pas d'accord. Voilà. Alors quand c'est l'Occident entre eux, les pays de l'Occident entre eux qui décident de choses, ils n'hésitent pas à voler n'importe qui, leur prochain, même entre eux, les alliés. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, bah ouais, quand c'est des lois internationales à contrecarrer, là, ça devient plus difficile. Donc là, ils se retrouvent le bec dans l'eau. Et bah, évidemment, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, bien évidemment. Bon, il faut dire qu'en plus, la Russie avait dit que s'il le faisait, c'est-à-dire qu'il volait les intérêts des 300 milliards, la Russie a dit que dans ces cas-là, elle bloquerait plein d'actifs qui sont en Russie. Et il y en a énormément d'actifs occidentaux en Russie. Donc ça a peut-être aussi refroidi leur velléité de voler les 50 milliards qui appartiennent aux Russes. Alors là, un article du Washington Post qui nous dit « Meta », donc Meta c'est Facebook, interdit le média d'État russe RT pour des actes d'ingérence étrangère. Voilà, donc ça c'est les États-Unis qui ont imposé des sanctions à RT. Alors déjà, on a l'Union européenne qui avait interdit en Europe RT et Sputnik, ce qui était un scandale monstrueux. Eh bien, le premier amendement aux États-Unis, normalement, qui est protégé par la Constitution, c'est-à-dire la liberté d'expression, eh bien, est mis à mal, bien évidemment. Et là, il y a Meta qui interdit. Alors, c'est pas Zuckerberg lui-même qui a décidé d'interdire Meta. Zuckerberg a été interviewé et il a lâché candidement qu'en fait, c'est le gouvernement qui est venu le voir et qui l'a obligé à faire ça. Donc, vous voyez,
Bah, alors, évidemment, vous allez me dire, il n'était pas obligé d'entériner la décision gouvernementale. Après tout, il n'a pas de compte à rendre à l'État pour ça. Eh bien si, il a eu peur. Après 2 tentatives d'assassinat sur Donald Trump, je ne peux pas jeter la pierre à Zuckerberg. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Au moins, il a eu le courage et l'honnêteté de le dire en public, comme quoi il a été bien approché par le gouvernement américain et très précisément la CIA. Et ça, c'est Zuckerberg qui l'a dit hein, dans une interview. Bon, donc c'est comme ça, hein, la censure continue, hein, faut surtout pas dire la vérité. On sent quand même que le gouvernement américain est en panique, hein. Avec Elon Musk, tous les ralliements avec Trump, les 2 tentatives d'assassinat manquées, Robert Fico, la tentative d'assassinat manquée sur Fico, le premier ministre slovaque, etc. Ils sont en panique, hein. Plus ce qu'il se passe sur le front ukrainien, tout s'effondre autour d'eux, hein. Donc là, ils en sont à des actions désespérées. Malheureusement, il est aussi possible qu'ils fassent quelque chose de fou, justement. Donc, faut quand même être très vigilant. Là, dans la même veine, on a The Hindu Times, donc un grand journal indien, qui nous dit les États-Unis appellent l'Inde à interdire le réseau médiatique d'État russe RT. Des responsables du ministère des Affaires étrangères affirment que cela ne nous concerne pas. Alors les responsables du ministère des Affaires étrangères indien, bien sûr. L'appel fait suite à une série de sanctions américaines contre des médias et des journalistes russes. L'ambassade des États-Unis a discuté de la question avec le ministère des Affaires étrangères selon des sources. Alors bon, je vous donne tout de suite le résultat, parce que ça c'était au 15 septembre. L'Inde a envoyé bouler le gouvernement américain, bien entendu. Il ne pouvait en être autrement. Mais vous voyez combien de fois Anthony Blinken a été voir Xi Jinping et Modi pour leur supplier de dire à la Russie qu'il retire ses troupes d'Ukraine. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça va. On atteint le pathétique, hein. Notre ministre des Affaires étrangères qui était séjourné, Stéphane Séjourné, lui aussi il a tenu le même discours, mais lui qu'à Xi Jinping et pas à Modi. Donc vous voyez jusqu'où on en est arrivé, quoi. On en arrive au plus grand des pathétiques diplomatiques. Vous vous rendez compte un peu cette ingérence? Mais ils ont un tel culot, une telle arrogance, un tel mépris des autres, hein, comme eux ils se sentent les maîtres du monde, donc ils ont l'habitude que normalement ces pays-là plus ou moins obéissent au doigt et à l'œil, mais c'est fini ce temps-là, c'est fini. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien j'ai envie de vous dire, il n'était pas trop tôt. Enfin Zelensky, de sa propre bouche, donne des vérités concernant le terrain militaire en Ukraine. Il dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, il ne joue plus, on va dire, les quémandeurs auprès des États-Unis pour toujours plus de missiles, toujours plus d'obus, toujours plus d'avions. Tout ça, il a arrêté. Certes, il continue de dire qu'il veut la possibilité de frapper en profondeur la Russie avec quelques missiles. Mais bon, voilà, il ne joue plus sur la quantité qui lui manque, parce que là, je pense qu'il s'aperçoit que c'est fini. Mais là, il joue sur la capacité de frapper les aérodromes russes en profondeur. Bon, bref, c'est ridicule, cette dernière demande ne changera rien, comme l'avait déjà précisé à plusieurs reprises Lloyd Austin, hein, donc l'équivalent du ministre de la Défense américain. Donc tout cela est ridicule. Alors il est obligé de dire la vérité parce que sur le terrain, on ne peut plus le cacher. Tous les grands médias maintenant, internationaux bien sûr, hein, pas les médias français, mais les grands médias internationaux comme The Economist, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, je ne vais pas tous les citer, Forbes, etc. Ce sont des articles que je vous ai montrés et qui disent la vérité sur le terrain. Voilà, parce qu'on est obligé de la dire au bout d'un moment, ça ne peut pas durer.
Donc dire que ouais, les Ukrainiens sont tellement astucieux, tellement disciplinés, et comme un soldat ukrainien vaut 10 soldats russes, ils peuvent encore faire des merveilles, hein. On ne sait pas ce que les Ukrainiens peuvent nous sortir de leur chapeau, etc., etc. Bon, toute cette propagande grotesque, ça y est détruite, c'est fini. Maintenant, on voit dans les médias d'énormes cimetières ukrainiens absolument terribles. Par contre, aucun grand média ne montre des cimetières russes. On nous montre que les cimetières ukrainiens. Posez-vous la question pourquoi? Et oui, contrairement à l'Ukraine, la Russie n'a pas eu besoin d'étendre considérablement ses cimetières. Puisque, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, d'après BBC aidé de Mediazona, il y a plus de 70 000 morts côté soldats russes. Moi, à mon avis, c'est plutôt 75 000. Bref, la vérité devait poindre un jour ou l'autre. Quant à cette ex-grande offensive sur Kursk, bah, elle se finit comme elle se devait de finir, et comme je vous le dis depuis le samedi 10 août. Voilà, donc ça s'est fini en jus de boudin, mais encore une fois, c'est même pas moi qui vous le dis, hein. Déjà, la conclusion d'un analyste finlandais dans Forbes, article que je vous avais montré, déjà, c'était prévu que ça se finisse par une catastrophe. Plusieurs médias déjà le disaient, que ça n'avait aucun sens militaire. Eh bien voilà, ça y est, c'est une véritable catastrophe, comme il se devait d'être. Il ne pouvait pas en être autrement. Donc, Kursk, c'est fini. Toletsk est en train d'être prise. Coup sur Kupiansk, les Russes avancent. Pakrovsk a été prise en tenaille. Ça va être la fin. Ougledar, pareil, c'est prise en tenaille. Ça va être la fin. Sur Tchassivial, les Russes avancent. Doucement, mais ils avancent toujours. Et ils font une tenaille aussi sur Tchassivial. Bien évidemment, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est toujours la même stratégie militaire côté russe, toujours cette guerre d'attrition, cette guerre d'usure, qui marche parfaitement bien à 100%, puisque le but des Russes, c'était qu'ils aient le minimum de pertes pour la maximum d'efficacité, tout en épuisant au maximum les forces ukrainiennes, c'est-à-dire les forces de l'OTAN. Tout a marché, à mon avis, au-delà de leurs espérances. Surtout qu'en plus, ils ont fait des innovations technologiques militaires qui les ont bien aidés sur le terrain. Et puis, un complexe militaro-industriel qui a une efficacité absolument incroyable, qui produit beaucoup plus qu'avant la guerre. Donc tout ça joue en faveur des Russes. Le temps joue en faveur des Russes. Et bon, comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, une démographie ukrainienne en berne, c'est-à-dire il n'y a plus d'hommes, hein, il y a quasiment plus d'hommes en Ukraine, ça ne peut pas continuer ainsi. Donc comme l'image que je vous donne depuis toujours, c'est-à-dire l'image de l'Ukraine, c'est comme un homme qui est en train de tomber au ralenti, on sait qu'il va se casser la figure, on le voit, mais c'est lent. Voilà, le phénomène est lent, mais il est absolument inéluctable. Bref, j'arrête là, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire, donc comme d'habitude, on commence vers le sud, rien de spécial à dire dans l'oblast de Kherson, à part une petite information intéressante. Toute cette partie du Dniepr s'est asséchée, pas complètement, il reste, on va dire, l'équivalent d'une rivière, mais ça s'est beaucoup asséché suite au barrage de Kakhovka qui avait été détruit par les Ukrainiens ici. Donc ici, évidemment, le Dniepr s'est largement on va dire, augmenté, hein. Il est devenu plus grand ici, mais bon, ça commence à s'assécher, hein. Et surtout au nord. Alors, est-ce que ça va permettre aux Ukrainiens ou aux Russes de pouvoir traverser le Dniepr ici? Non, de toute manière, c'est encore marécageux, hein, bien sûr. Mais c'était à noter.
Dans la région d'Orirov, ici, très localement, rien de spécial à dire. Là, les Russes ont fait une avancée, donc une avancée importante sur Gouliavier. Donc là, ils ont pris la ville complètement. Donc, alors, quand je dis ils ont pris la ville complètement, ça demande à être confirmé parce que on me dit complètement, il y en a qui disent à 80%. Bon, euh, on va dire de toute manière, ils vont la prendre complètement dans les jours qui viennent, au pire des cas. Donc on peut dire que c'est fait. Sur Ougledar ou Vuhledar, comme on voudra, eh bien, la dernière grande forteresse sur le front. Là, vous voyez, j'ai mis une petite barre en bleu, c'est pour surligner la route principale qui alimentait Ougledar. Route principale, ça fait longtemps qu'elle a été bombardée, très très longtemps. Donc Ougledar, ça fait un moment qu'elle est plus approvisionnée, de toute manière. Et du fait qu'elle soit plus approvisionnée, c'est pour ça que les Russes peuvent faire des avancées. Voilà, là ils se sont beaucoup rapprochés. Ils étaient là il y a on va dire 2 mois à peu près. Ils se sont beaucoup rapprochés. Pourquoi? Parce que avant Ougledar pouvait faire pas mal de tirs d'artillerie, missiles, drones. Ils ont quasiment plus rien. On peut dire qu'ils ont plus rien, hein, sans exagération. Donc ça a permis aux Russes d'avancer considérablement et de faire leur stratégie typique habituelle, c'est-à-dire la prise en tenaille au lieu d'y aller frontalement. Parce qu'au début, ils y allaient frontalement au début, les Russes, il y a 1 an et demi, 2 ans. Hein, ils y allaient frontalement et c'est sur Ougledar que les Russes ont eu le plus de pertes. Alors vraiment problème de commandement, ordre absurde, hein, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient sous-estimé Ougledar et c'est ici que les Russes ont eu le plus de pertes par rapport à tout le reste du front. C'est sur Ougledar. Ils ont eu beaucoup de pertes en véhicules blindés, en chars, en hommes. Et à partir de là, ils ont été beaucoup calmés. Et ils se sont dit, bon, on va y aller à l'usure, un guerre d'attrition. Et depuis lors, ça a fonctionné. Donc là, encore une fois, j'ai surligné la route pour que ça soit un peu plus visible, parce que là, sur Military Map, les routes, on les voit pas bien, sauf quand elles sont énormes, comme celle-là, par exemple. Donc voilà. Donc là, les Russes, bien évidemment, ils vont aller sur Boglalievka, bien entendu. Alors donc il y a, d'après ce que moi j'ai compris des rapports russes, là vous voyez, donc là ils ont fait deux grosses avancées importantes. Bon là je me suis un peu trompé puisqu'ils avaient déjà conquis Voidianier, donc euh, là j'aurais dû la mettre là, les pointillés auraient dû être un petit peu rapprochés ici. Ils ont fait une avancée vers le sud de Voidianier. Donc d'après ce que j'ai compris, disais-je, donc là, bien sûr, comme je vous avais dit il y a 1 mois ou 2, je vous avais dit qu'ils allaient faire une tenaille. Ils sont en train de faire la tenaille comme prévu. Et apparemment, il y a une partie de l'armée qui s'est détachée d'après ce qu'ils veulent faire, les mouvements de troupes. Donc il y a une partie qui se dirige vers cette ville et la grosse partie qui va faire la tenaille. Apparemment, côté droit, ils vont faire les deux en même temps de ce côté-là. Évidemment, nous verrons bien ce qu'il en est dans la réalité. Dans la région de... alors là, je l'ai entouré d'un carré rouge parce que c'est important, dans la région de Kourakovier. Alors, je ne cesse de vous le rappeler, c'est ici qu'il y a les obus César, hein, principalement, ils sont plus que là, pour ainsi dire, par rapport au front. Et c'est de là qui tirent sur Donetsk, hein. Alors ça s'est beaucoup calmé puisqu'ils ont presque plus d'obus apparemment, étant donné que Donetsk apparemment là, ces derniers jours, bon, ça fait même, allez, on va dire quasiment 2 semaines que ce n'est plus bombardé, donc je suppose manque d'obus. Et donc là, les Russes ont fait une avancée, non pas sur le saillant dont on penserait qu'ils allaient faire l'avancée, hein, le plus direct, hein, en suivant la route, hein, comme vous pouvez le voir. Mais non, ils l'ont fait plus au nord.
Donc là, la semaine dernière, c'était comme ça. Donc là, ils ont avancé de tout ça, ce qui est quand même pas mal, hein. Là, ils ont avancé aussi encore plus au nord. Ils ont avancé pas mal aussi. Donc là, les troupes ukrainiennes qui sont ici vont se faire encercler. Voilà. Alors là, Ukrainsk. Ukrainsk, on en parle beaucoup dans les médias. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'était une ville importante logistique qui n'a l'air de rien. Et pourquoi on en parle dans les médias? C'est parce que là, ils se sont aperçus, maintenant que les Russes avaient commencé à envahir la ville, bah, qu'en fait, c'était important au niveau logistique et dépôt de munitions. Donc là, ils ont fait une grosse avancée. Les Russes ont fait une grosse avancée. Et donc là, ils vont prendre, quoi, ils sont en train de prendre la ville de Tsukurinye. Donc voilà, donc là, Ukrainsk a été complètement pris et là, ils sont en train d'avancer pas mal. Par contre, là où ce serait le mieux pour les Russes, c'est-à-dire Pakrovsk directement, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça fait 2 semaines qu'il n'y a rien là. Moi, je ne vois rien. Alors peut-être que je vois mal aussi, hein, je ne suis pas parfait. Peut-être qu'il y a des mouvements, des avancées russes, mais je ne les vois pas. Ou alors c'est par dizaines de mètres, mais en tout cas je ne vois rien. Alors comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je ne comprends pas pourquoi ça avance pas. Alors quand je dis je ne comprends pas, c'est pas ça. Bien sûr que je sais pourquoi, mais je suis étonné de la résistance de la région de Paklovsk côté ukrainien. Alors, quand je dis je suis étonné, c'est que je suis étonné qu'ils envoient encore autant de monde sur Pakrovsk. Pakrovsk, je vous rappelle, cette ville a été évacuée. Les civils ont été évacués. Ils envoient toujours sur Pakrovsk, hein. Alors pour vous dire, ça fait 2 semaines que je vous dis, je comprends pas trop, encore une fois, à prendre entre guillemets, bien sûr, hein. Pourquoi les Russes avancent pas? Bah, bon, évidemment, la réponse c'est que parce qu'ils envoient perpétuellement des troupes. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, encore une fois, que c'est à l'avantage des Russes. Parce que le fait qu'ils avancent pas, bah parce qu'il y a une guerre d'attrition, d'usure, ça veut dire que là, les Ukrainiens envoient des hommes. Ils se font tuer, bien sûr, parce que s'il y avait du succès, bah les lignes russes reculeraient. C'est pas le cas, hein. Vous voyez là, vous allez me dire, c'est par le sud. Donc là, j'avais fait une flèche il y a peut-être un mois pour vous dire qu'ils allaient prendre Paklovsk plutôt vers le sud. Et bon, apparemment, c'est là où c'est le plus faible. Donc là, les Ukrainiens, ils envoient. Alors, par contre, là, j'ai aucun rapport qui le prouve. Là, c'est moi qui raisonne comme ça. Ce n'est que mon opinion, mais évidemment, ça peut être que ça. Sinon, les Russes, vous en pensez bien qu'ils prendraient Paklovsk, qui est l'endroit le plus important du front au moment où je vous parle, qui est devenu même plus important que Chassivial. Parce que ça, c'est un nœud logistique absolument énorme, hein. Là, on ne voit pas les lignes ferroviaires, mais c'est surtout au niveau des lignes ferroviaires. Là, par contre, vous voyez très bien les routes. Bref. Donc, à gauche de la ville de Gorivka, alors à l'ouest de Gorlivka, il y a eu une avancée sur Toretsk vraiment importante. Donc là, ils sont au milieu de Toretsk, j'ai envie de vous dire. Vous voyez le saillant. Et donc, bah, évidemment, là, vous voyez que la petite tenaille là, qui est en train de se faire, donc comme cela et comme cela. Donc, bien évidemment, les troupes ici vont finir par se faire encercler. C'est bien entendu inéluctable. Là, au sud d'Ivanivske, donc juste ici, Ivanivske, donc juste au sud, énorme avancée russe. Énorme avancée russe. Donc, ça, c'est moi qui viens d'ajouter cette flèche. Donc, très certainement, bah, même plus que très certainement, c'est certain, on va dire quasi à 100%. Bien évidemment que là, il y a une tenaille qui va se faire autour de Chassivial. Alors, Chassivial, il y a eu une avancée ici minime que je ne vous ai pas notée parce qu'elle est vraiment trop minime. Mais Chassivial va se faire prendre en tenaille. Alors, certainement, plus exactement, ça viendra d'ici, de ce saillant-ci. Et ça va faire comme ça et comme ça.
très certainement. Donc vous voyez la énorme avancée russe à ce niveau-là. Évidemment, Kramatorsk-Slaviansk, le Graal des Russes, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Avancée très importante sur Makiivka. Sur Makiivka, vraiment énorme avancée, comme vous pouvez le voir. Énorme avancée. Donc, bon, bah, c'est pareil, c'est encore une petite ville, une ville même importante pour l'Ukraine qui est tombée totalement. Là, une fois n'est pas coutume, hein, ça fait longtemps que les Russes n'avaient pas fait une grosse avancée sur Kupiansk. Ça fait vraiment longtemps, bah ça y est, ils l'ont fait. Et ils ont mis un pied dans Petropavlivka. Ils ont mis un pied dans plus qu'un pied, même dans la ville. Donc là, grosse avancée russe, bah, comme vous pouvez le voir un peu partout sur le front. Alors maintenant sur le front nord de Vovchansk. Alors là c'est une erreur. Alors j'ai dû refaire les lignes parce que ben, il y avait c'était pas ça, donc les informations que j'avais eues étaient tronquées, c'était pas bon. Là la ligne en fait de front elle est comme ça en réalité, hein. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis une épingle rouge ici? Parce que exactement ici il y a une FAB 3000, donc une bombe planante, la plus grosse utilisée par les Russes, qui est tombée ici. C'est pour casser la résistance ukrainienne qui était dans cette zone-là. Bon, bah, on verra si c'est efficace ou non, on verra bien. À mon avis, suite à cette bombe, une FAB 3000, là en pleine ville, je suppose que la résistance ukrainienne qui devait être dans des immeubles, hein, bien évidemment, ça a été complètement rasé, bien sûr. Donc là, je suppose que la semaine prochaine, il y aura une avancée notable. Mais nous verrons bien. Sur le reste, là, rien de spécial. On va passer au gros de la chose. C'est-à-dire sur Kursk, bah, qui se réduit comme peau de chagrin concernant l'Ukraine. Là, vous voyez, il y a eu une énorme avancée russe. Alors là, pour le mot n'est pas galvaudé, il y a eu une énorme avancée russe en 7 jours. Donc les Russes ont déjà, la semaine dernière, ils avaient enfoncé un coin. C'était comme ça. C'était comme ça il y a 2 semaines. Là, ils ont enfoncé un coin la semaine dernière. Et là, à nouveau. Voilà. Donc, bah oui, là, les troupes ukrainiennes ici qui sont en race campagne, sans approvisionnement, sans chaîne logistique, bah, vont se faire encercler. Et bien évidemment, là, le résultat est absolument inéluctable, hein, comme c'était le cas depuis le 10 août, hein, comme je vous disais déjà le 10 août. Alors là, Souja, je l'ai mis d'un carré rouge parce que c'est là le plus important. Faut prendre Souja, bien évidemment. Là, c'est là où il y a le gros des forces ukrainiennes restantes. Je tiens à souligner que l'approvisionnement de Souja, je dirais que ça fait environ 1 semaine et demie, presque 2 semaines qu'il n'y a plus d'approvisionnement de Souja. Donc, parce que ça, c'est toute cette zone-là, depuis le 10 août, sans arrêt, c'est bombardé par drones, bombes planantes, missiles, voilà. Et tout ça, c'est envoyé par hélicoptère de combat, Sukhoi 25, drones, etc., etc. Voilà. À noter quand même, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, moi j'ai appris que en fin de compte, il y avait surtout des conscrits russes et des soldats russes tchétchènes. C'est surtout les forces tchétchènes qui combattent ici, hein. Et c'est comme ça a été la Russe de Vladimir Poutine. Chose que je ne savais pas il y a 1 semaine et demie à peu près. Bah, c'était la Russe pour éviter de prendre des troupes du Donbass. Donc comme je vous l'ai dit, il a envoyé bah, tous les conscrits disponibles de la région, ainsi que les forces tchétchènes. Ouais, c'est comme ça qu'il a pu réussir à éviter de prendre des troupes sur le front. Je le répète toutes les semaines, je le répète encore.
Évidemment, tous les avions disponibles de combat qui sont dans la région ont été envoyés sur course, tous les hélicoptères de combat disponibles aussi, tous les drones dispo possibles, les missiles qui peuvent être tirés, pareil. Donc tout ça pour éviter qu'il y ait des hommes du Donbass soient envoyés sur course. Donc on n'avait pas hésité à prendre tout ce qui était dispo de la Russie pour l'envoyer ici. Quoi, dispo et dans le sens disponible où le front de l'Est n'en a pas besoin, bien évidemment. Hein. En gros, tous les restes, quoi. Pour tout ça, pour Kursk. Alors là, vous voyez des épingles bleues, c'est parce que, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'il y a eu des tentatives ukrainiennes en envoyant quelques troupes, avec toujours du matériel de l'OTAN, bien sûr. Donc dans ces deux zones-là, pour prendre l'arrière des forces russes ici. Ça a encore échoué pour une deuxième fois. Bah oui, ils essayent de faire des percées au même endroit. Au même endroit. Voilà, à quelques centaines de mètres près, allez, peut-être 2-3 kilomètres près, au même endroit. Voilà, parce que c'est pas la première fois que je vous montre ces endroits-là. Voilà, au même endroit, ils recommencent. Alors peut-être parce qu'ils pensent que c'est le plus faible, mais bon, les Russes ne se font pas avoir deux fois. Déjà que la première fois, ils se sont fait massacrer. Ils ont recommencé une deuxième fois, ils se sont fait détruire. Peut-être vont-ils recommencer une troisième fois. Hein. C'est comme un homme qui se tape la tête contre un mur. Peut-être que Kiev pense qu'au bout d'un moment, à force de taper le mur va s'écrouler. Je ne sais pas. Hein. Si on suit leur logique, c'est un petit peu ça. Alors, nul étonnement, Kiev a toujours fait ça. Hein. La tactique absurde et grotesque, ils ont toujours fait ça. Souvenez-vous du nombre d'opérations amphibies, il y en a eu 6 en tout, sur Zapalojye pour prendre la centrale nucléaire de Zapalojye. Il y a eu 6 opérations amphibies. Eh bien, ils ont fait les 6. L'un après l'autre, comme ça, ils les ont enchaînés. Ils se sont pas dit, au bout, les Russes, ils vont fortifier, ça sert à rien. Non, non. Ils continuent. C'est comme toutes les opérations amphibies ici, que je vous décris depuis 2 ans et demi. Ils n'ont pas arrêté. Voilà. Il n'y a que récemment qu'ils ont arrêté, mais c'est récent. Voilà. Alors qu'à force de... Ils se disent pas que les Russes ont renforcé suite à leur attaque, surtout quand il y a eu Klinky. Klinky, ça a duré des mois. Ils ont envoyé toutes les forces qu'ils pouvaient sur Klinky. C'était la plus grosse force amphibie envoyée pour prendre Klinky. Bon, ils se sont fait massacrer. Voilà, même si ça a duré des mois. Hein. Et bien, après Klinky, ils ont recommencé à faire des petites opérations amphibies tout le long comme ça. Bon, maintenant, ils ont arrêté, mais vous voyez. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment que de la stratégie de communication, mais rien de militaire. Bon, allez, j'arrête là. Voilà, c'était la carte militaire. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, un pouce, éventuellement un abonnement si ce n'est déjà fait, et peut-être même un petit don, lien dans la description, si mes vidéos vous plaisent, et cela m'aide à publier régulièrement. En tous les cas, merci à tous de votre soutien à cette chaîne, et toujours, soyez curieux.